bonsoir. Merci au cinéma qui nous accueille. Nous attaquons la dernière, nous entamons la dernière soirée de cette école éphémère, comme nous venons de l'appeler, qui a un fil rouge, si je puis dire, qui est la question de l'automatisation. Je vais en dire un petit mot tout à l'heure. Bon, certains d'entre vous et certaines d'entre vous ont assisté à la première soirée, d'autres à la deuxième, et d'autres n'ont pas du tout suivi les 2 jours précédents. Mais je voudrais juste rappeler un tout petit peu d'abord que hier, nous avons vu un film de Jean-François Caron, qui est le maire d'une petite commune de 7000 habitants, Los Angeles, dans le Pas-de-Calais, élu avec 100% des voix, je le disais hier, et 55% de participation. C'est une commune limitrophe de Hénin-Beaumont, qui nous disait des choses sur la manière dont il conçoit la politique en relation avec les citoyens, avec ses habitants, avec ses électeurs, et qui était un discours essentiellement construit autour de la préoccupation de faire que le collectif se qualifie à travers une politique municipale. Et qu'il s'y développe dans cette politique où les habitants sont extrêmement associés à tout ce qui se passe. Et pour avoir passé 2 ans sur ce territoire, je peux vous dire que c'est tout à fait réel, c'est pas du tout ce qu'on appelle de la communication. C'est véritablement, et je crois que Patrick Bouchin connaît bien aussi cette commune, où se trouve par ailleurs Culture Commune avec Chantal Lamarre, qui est aussi un lieu très connu des acteurs culturels. Hier, Caron donc, nous parlait de cette politique, et quand j'avais introduit son film, son petite intervention de 15 minutes, j'avais dit: je vous préviens, le numérique, ça n'est pas l'affaire de Jean-François Caron. C'est pas son obsession du tout. C'est pas non plus la nôtre d'ailleurs, mais nous disons simplement le numérique, c'est très important parce que la société est en train de se numériser en totalité. Donc, il est très très important de penser à peu près tout ce qui nous arrive maintenant dans ce contexte, et donc de penser ce contexte en tant que tel. C'est pour ça que cette école éphémère parle du numérique, et sous l'angle en plus de l'automatisation. Donc, je disais hier, mais Caron ne dit rien du numérique en tant que tel, enfin pas rien, vous verrez qu'on va passer maintenant un film où il en parle, mais ça n'est pas du tout au centre de son affaire. Mais ce que je voudrais vous dire, moi, c'est que ce qu'il fait à Los Angeles, la manière dont il travaille, la politique qu'il conduit au sens où la politique, c'est une politique d'individuation collective, pour moi, toujours, c'est la condition pour appréhender le numérique correctement. Voilà. Et je pense que ce soir, on va un peu entrer dans ce sujet-là. Quel est le rapport entre la question de l'automatisation avec la ville, l'habitat? Eh bien, c'est ce que j'ai appelé la ville automatique, ce qu'on appelle les smart cities. Nous sommes en train d'entrer dans l'époque de la ville automatique. Qu'est-ce que ça veut dire, la ville automatique? Je ne vais pas faire du tout, je vais être très court de toute façon, parce que je cédais la parole d'abord à Jean-François Caron et ensuite à Dominique Bourgon. Mais la ville automatique, nous allons voir dans le film, maintenant qu'on va présenter de Jean-François Caron, qui ne parle pas de la ville automatique, mais il parle du numérique et des capteurs, des automates, des dispositifs d'information qui sont en fait à la base de ce qu'on appelle les smart cities, comme étant une possibilité nouvelle de développer beaucoup plus et beaucoup mieux encore la politique qu'il conduit, et pour produire ce que j'appelle moi des processus de désautomatisation. Ce qu'on appelle les smart cities, c'est extrêmement à la mode. Il y a maintenant des gros smart cities. Vous avez des sites web entiers, en général en anglais, sur les smart cities, etc. C'est, pourrait-on dire, le dernier cri des territoires numériques. Territoire numérique, voilà encore un terme qui a beaucoup circulé. Je m'enorgueillis de l'avoir un peu forgé, parce que j'avais lancé, il y a 15 ans, un programme avec le ministère de l'Industrie qui s'appelait Territoire numérique. Et d'ailleurs, Olivier Landau, que certains ont vu avant-hier à l'école centrale, c'est avec lui que j'avais monté ce programme.
les territoires numériques aujourd'hui, il n'y a pas des territoires numériques. Tous les territoires sont aujourd'hui numériques. Je veux dire par là que, qu'est-ce que c'est qu'un territoire numérique? C'est un territoire qui émet des informations. Il y a 3 ou 4 ans, j'étais au sud du Sénégal et j'avais tout à coup besoin de télécharger un texte en anglais. Eh bien, dans le sud du Sénégal, avec un smartphone, j'ai téléchargé ce texte. Voilà. Le sud du Sénégal est un territoire numérique parce que les habitants et les gens qui circulent, les humains, sont tous plus ou moins équipés. Voilà. Plus ou moins, bien entendu. Il y a des régions où ils ne le sont pas du tout encore. Mais en tout cas, dans nos territoires à nous, tout le monde est équipé. Il y a ici plusieurs centaines de petits ordinateurs de poche connectés, qui sont tracés, qui sont observés, qui sont géoréférencés, qui sont sur des mailles de filets constituées par des balises et que des opérateurs de télécommunications exploitent. Il faut souligner que les territoires aujourd'hui sont constitués ou surcodés, si on peut dire, c'est une expression qu'employait Gilles Deleuze, par toutes sortes d'infrastructures invisibles. Et je ne dis pas ça pour susciter une théorie du complot, une paranoïa ou je ne sais quoi. C'est un fait. Il y a des satellites, il y a des balises, il y a des data centers, il y a des smartphones qui communiquent avec tout cela, des smartphones, des ordinateurs comme celui-là. Il y a des capteurs, des actionneurs en tout genre. Il y a des routes électroniques qui sont en train de se mettre en place, où bientôt circuleront des camions sans chauffeur. Il y a des smart grids en termes énergétiques ou en termes domotiques. Il y a des objets communicants, l'Internet des objets, des puces RFID, etc. etc. Bon, je ne vais pas décrire tout cela. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a la Smart City comme un discours un peu comme ça, souvent qui est un discours de marketing, en fait, hein, de marketing qui s'adresse à des élus, qui s'adresse à des décideurs territoriaux, etc., avec des grandes compagnies qui proposent des solutions clés en main en disant « nous allons vous refaire une cité très très intéressante, disent-ils, parce qu'il n'y aura plus besoin de citoyens dans cette cité, puisque les automates décideront de tout, il n'y aura plus qu'à gérer les automates. » Bon. Alors, j'ai demandé à Jean-François Caron, en plus de ce qu'on a vu hier, où il exposait sa politique, j'ai trouvé très très brillant son exposé, je lui ai demandé d'ajouter une petite explication sur la manière dont lui s'empare de ces technologies à Los Angeles. Voilà, je vous propose que nous regardions ce petit film qui dure 10 minutes. J'en ferai un tout petit commentaire ensuite, et après je vous présenterai mes invités, et je passerai la parole à Dominique Bourreau. Voilà. Donc si, en régie, chez le projectionniste, puisque vous êtes un projectionniste, on peut envoyer le film, merci beaucoup. À Los Angeles, on a une politique qui est basée sur le principe d'habitant-acteur. C'est vraiment ce qui structure tout, parce que ça permet d'avoir le point de vue des acteurs, des habitants en amont des décisions. Enfin, ça aide à améliorer les projets, mais ça permet aussi de suivre l'évolution des projets. Et pour que les gens soient acteurs, la base, c'est quand même la transparence et l'accès aux informations et la capacité de pouvoir contribuer. Donc, de ce point de vue-là, tous les moyens sont bons à prendre. Et les outils du numérique, par exemple, sont particulièrement intéressants. Ils sont intéressants vis-à-vis de la population des jeunes parce que quasiment c'est leurs seuls outils. Mais même pour des gens plus âgés, je vais prendre un exemple très concret. On a mis en coproduction la fabrication d'une route qui traverse toute la ville, qui est une route départementale. On a des éléments intangibles, c'est par exemple le tuyau doit être en profondeur à 5 mètres et ça ne se discute pas. Par contre, est-ce qu'on met ou pas une piste cyclable? Est-ce qu'on met ou pas des parkings, des arbres? Ça peut s'élaborer collectivement. Et pour ça, il faut bien avoir accès aux plans. Et donc, un wiki qui va permettre de mettre des plans en ligne et un dispositif de contribution, c'est un processus de dialogue entre les habitants avec les salariés, les équipes techniques de la ville et le bureau d'études, qui progressivement permettent de formuler une bonne vision de ce que sera la ville. Et là, en la matière, si on n'a pas les outils numériques, ça ne marche pas. Donc on voit qu'il y a une dimension d'information, il y a une dimension de contribution, et les wikis, mais il y a d'autres formules
sont irremplaçables de ce point de vue-là. Et il y a aussi une dimension où on va pouvoir révéler des choses, notamment par ce qu'on appelle la réalité augmentée, qui vont faire que si on n'a pas l'outil numérique qui vous permet de comprendre la fabrication d'un bâtiment ou la consommation en kilowatts, vous ne pouvez pas le deviner en regardant le bâtiment. Dans cette logique où on a cherché à multiplier les sources d'informations, de contributions, et simplement d'éclairer et d'avoir accès à des données qu'on n'aurait pas spontanément, on a eu une démarche assez originale puisqu'on a voulu mettre en place des circuits d'interprétation sur 7 parcours dans la ville, sur la trajectoire de la transformation de la ville, sa reconstruction après la guerre 14, l'arrivée du développement durable et avec des circuits qu'on a appelés Los Angeles la défricheuse sur des questions de gestion des eaux, des espaces verts, de l'habitat, et puis sur les nouveaux modèles économiques qui en découlent. Bon, on a un circuit d'interprétation sur l'arrivée de la mine, puisqu'on a eu 7 puits de mine dans la commune, le recul de la mine et comment la résilience, c'est-à-dire la capacité à se redonner un avenir, s'inscrit dans le territoire. Et tout ça s'est appuyé sur la technologie des QR codes, où avec un smartphone, vous allez flasher sur 69 poteaux dans la ville, sur lequel vous avez des informations de base du genre ici était présent le puits de mine numéro 15 qui descendait à 600 mètres sous terre. Et si vous flashez le QR code, vous allez pouvoir avoir le contenu de l'interview d'un mineur qui y a travaillé, vous allez pouvoir accéder aux plans qui vous permettent de comprendre les galeries, etc. Et ce principe-là est appliqué sur tout ce qui est notamment la durabilité appliqué. Parce que le problème du développement durable, c'est qu'il est invisible. Si vous ne donnez pas les clés aux gens, ils ne peuvent pas se l'approprier. Et de ce point de vue-là, est-ce qu'un vitrage est faible émission? Bon, vous ne pouvez pas le deviner. Et le vivre ensemble, par exemple, vous ne pouvez pas non plus le traduire. C'est une ambiance. Donc vous pouvez en donner les clés parce que vous racontez l'histoire ou vous mettez en scène une œuvre collective. À Los Angeles, il y a 500 personnes qui ont fait une écharpe gigantesque pour mettre au terri, pour soutenir l'inscription à l'UNESCO. Mais si vous n'avez pas gardé les images, les vidéos de ça, c'est une œuvre éphémère. C'est aussi pour ça que souvent les élus ils aiment bien les ronds-points, les salles de sport et le béton. Parce que ça s'inaugure, on a une paire de ciseaux, c'est visible. Et si on veut que la qualité de la vie, le respect de l'autre, le respect de l'environnement, si on veut les mettre en scène, il nous faut des outils de réalité augmentée. C'est pour ça que pour nous, toute cette batterie d'outils, le Facebook de la ville nous permet d'échanger, on a des outils contributifs, on a des outils aussi dans le genre où on va chercher à révéler, on a aussi des logements équipés, par exemple de capteurs, où on va avoir un suivi des consommations électriques, des suivis des consommations d'eau. Encore une fois, ça permet de révéler et du coup de le mettre au débat et d'améliorer les politiques publiques. Derrière cette orientation d'utiliser au mieux les possibilités du numérique, il y a donc la question de la formation, d'où l'intérêt de la présence, enfin de l'inauguration d'une cyberbase avec un animateur qui est dédié à accompagner la population avec une imprimante 3D aussi, ce qui permet d'initier, derrière on va vers les Fab Labs, enfin ça ouvre des nouvelles perspectives, mais il faut qu'il y ait un accompagnement de ça ne se fait pas spontanément. Dans cette idée de facilité finalement, de limiter le blocage que peut représenter le fait de s'immerger dans toutes ces nouvelles technologies, il faut aussi, par exemple, mettre à disposition des tablettes. On a des parcours d'interprétation, mais tout le monde n'est pas forcément équipé. Ici, en mairie, on fait du prêt de tablettes numériques qui va permettre ensuite de se répartir dans la ville. Ce sur quoi j'insiste, c'est que c'est autant des éléments technologiques que des façons de s'en servir et de donner envie de multiplier les entrées pour qu'il y ait des usages. Moi, ce qui m'intéresse dans le numérique, c'est les usages. Ce n'est pas la performance, la puissance de ce qu'on installe. C'est vraiment que les gens s'en servent. Et de ce point de vue-là, il faut faire feu de tout bois et il faut
une appropriation progressive des uns et des autres. Finalement, quand on reprend tous ces éléments-là, on se rend compte que je pense qu'on est vraiment dans l'esprit de ce qu'on appelle le libre. C'est-à-dire un système où tout le monde peut contribuer, un système où tout le monde peut se l'approprier. Par les wikis, c'est typiquement du contributif. Et il y a cette dimension d'une société qui se mobilise progressivement. Les outils ont changé, mais l'économie contributive, la façon de faire la ville contributive, je pense que c'est une question clé pour demain. On ne fait pas vivre une ville par décret ou par imposition ou en étant surplombant, ou en tout cas ça ne dure pas longtemps et c'est pas très riche. Alors que quand la ville elle est contributive par ses habitants, par ses dynamiques de réseau, d'acteurs, alors on a affaire à un système bouillonnant, affaire à un système créatif, et aussi à un système résilient, puisque une de nos difficultés, c'est quand même d'arriver à se détacher d'un modèle de développement qui est insupportable pour aller vers un modèle de développement qui sera beaucoup plus basé sur le vivre ensemble, sur la sobriété, sur, j'allais presque dire, sur la joie d'être avec les autres, plutôt que sur l'accumulation et l'avoir, quoi. Bon. Et de ce point de vue-là, ces outils du numérique sont merveilleux. Alors, Jean-François Caron a parlé de ville contributive. Dans cette ville contributive, il y a des dispositifs, des capteurs, des systèmes d'information, des automatismes aussi. Mais ils sont mis au service dans une telle politique de la compréhension pour permettre elle-même la délibération, telle que Caron la décrivait hier dans le premier film que nous avons montré. C'est ce que j'appelle, moi, une société désautomatisée par cet automatisme, c'est-à-dire par les systèmes automatiques de collecte d'informations qui vont permettre aux habitants de désautomatiser leur comportement, c'est-à-dire de se mettre à habiter, et non plus simplement de suivre leurs habitudes. Et c'est très intéressant qu'il parle de circuits d'interprétation. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne, Los Angeles. Il y a vraiment des circuits d'interprétation, et la population est vraiment associée et acculturée à ces pratiques-là, parce qu'elle y contribue, elle est impliquée très fortement là-dedans. Ce n'est pas les lubies du maire, c'est un processus, véritablement, qui relève de ce que j'appelle, moi, les territoires réflexifs. Un territoire contributif doit être un territoire réflexif. Alors, ce que nous appelons territoire contributif, on voit ce que Jean-François Caron appelait l'économie contributive, et l'économie contributive, c'est ce que nous disons, Ars Industrialis, être l'avenir de l'économie qui permet de sortir de la crise de l'économie consumériste. Il y aurait donc, et je vais conclure là-dessus, une alternative entre une ville automatique d'un côté qui relève de ce qu'on appelle parfois la creative economy, enfin ce qui est pour moi un hyper-consumérisme, et d'un autre côté, une ville qui se désautomatise à travers ces technologies automatiques et qui devrait conduire à repenser en profondeur les politiques urbaines. Les politiques urbaines sont des politiques de très haute technicité. L'urbanité, on en parlera avec Olivier Caro tout à l'heure, et évidemment avec Patrick Bouchain, c'est plein de technicité. Il y a énormément de savoir dans une ville et dans la gestion d'une ville. Mais aujourd'hui, il y a une mutation de ces savoirs et de ces technicités-là à travers toutes ces technologies urbaines nouvelles qui apparaissent. Dans ce contexte-là, je pense qu'il faut poser la question de l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Je suis très très content ce soir d'avoir à côté de moi Dominique Bourgon et Patrick Bouchain. Un jour, j'ai envoyé à Dominique Bourgon un texte de Patrick Bouchain. Et elle m'a dit, qu'est-ce que j'aimerais rencontrer ce type-là? Et ben voilà. Donc, en fait, on a organisé toute cette école éphémère pour faciliter la rencontre entre Dominique et Patrick. Je pense que Dominique et Patrick partagent véritablement quelque chose de très profond. Et c'est forcément très profond puisqu'ils ne se connaissaient pas. Donc c'est quelque chose qu'ils partagent par la nécessité interne de la chose quant à ce qui est en jeu dans l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Ce que je propose qu'on essaye de faire ce soir, d'introduire, c'est
ce que pourrait être une pensée de la rénovation urbaine à l'époque de la désautomatisation par les technologies territoriales contributives, les open data, toutes ces choses dont nous parlera aussi Olivier Caro un petit peu tout à l'heure. La question de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, c'est la question d'une démarche urbaine qui rénove, mais très souvent en détruisant. Et Dominique va nous en parler maintenant. Qui, en détruisant des bâtiments, moi-même j'ai habité des bâtiments comme cela, j'ai habité longtemps dans une ville qui s'appelle Sarcelles, où d'ailleurs on n'a pas détruit à Sarcelles, parce que Sarcelles n'était pas si mal conçu que ça. En détruisant ces bâtiments, on nie des vies, on nie des pans entiers d'existence, d'histoire. Et on brutalise et on massacre même des personnes et des groupes sociaux. On efface des traces, etc. Si j'ai invité Dominique Bourgon et que j'ai proposé d'ouvrir cette soirée, c'est parce que d'abord elle a écrit un livre absolument magnifique que je vous recommande vraiment de lire, qui s'appelle, le titre n'est pas d'elle, Un sens à la vie, qui est un livre, un recueil de nouvelles, qui est un recueil de nouvelles qui se passe dans un quartier qui s'appelle les Glacis à Belfort, où elle habite et où elle travaille. Voilà. Donc elle va nous en parler. C'est une grande amie à moi que j'ai rencontrée par hasard à Belfort. Et puis, depuis à peu près 10 ans, nous écrivons très souvent, voilà, par Internet, grâce aux technologies, au centre serveur, tous ces machins-là. Voilà, c'est la nouvelle République, non pas des lettres, mais du numérique, à laquelle nous essayons de contribuer. Donc c'est Dominique qui va parler tout d'abord, maintenant. Ensuite, Patrick, et je remercie mes 3 invités très vivement d'être là. Patrick, que vous connaissez, parce que c'est pas un Marseillais, mais c'est quelqu'un qui est très connu à Marseille, qui a contribué, Patrick Bouchin, qui est un architecte, qui dirige une agence qui s'appelle, rappelle-moi, Construire, voilà. Patrick a joué un rôle très important dans la friche notamment, et il a un discours sur ces questions-là extrêmement élaboré, et extrêmement connu aussi, et qui, moi, me passionne. C'est un discours de la construction ou de l'habitation contributive, enfin c'est comme ça que je l'appelle, et c'est un discours qui repose sur une technicité, une manière de construire, de bâtir des projets architecturaux urbains, de rénovation aussi, extrêmement intelligente et extrêmement aussi attentive aux individus, aux gens. Voilà. Et ça, c'est très, très, très important. Et Olivier Caro terminera. Olivier Caro, je l'ai connu à Nantes. Il travaillait à ce moment-là pour la Samoa, qui est une société d'économie mixte, hein, je ne dis pas de bêtises, une société publique locale maintenant, oui, et qui aménage l'île de Nantes. Voilà. Et j'ai eu la chance de travailler avec lui, pour lui. J'ai adoré travailler avec lui, même si on a commencé en se montrant les dents, parce que c'est un bon responsable, un bon chargé de mission qui commence par dire attention, moi on ne me la fait pas. Donc ça a été une belle histoire, on a très très bien travaillé ensemble, et c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien les projets urbains, les dynamiques de projets urbains, qui va nous en parler, qui je pense reviendra, si j'ai bien compris, un petit peu sur les choses dont parlait Jean-François Caron, mais sous un angle un petit peu, en élargissant bien au-delà de Los Angeles. Voilà, donc merci à vous tous. Je passe maintenant à la parole à Dominique, qui va nous parler un petit peu de ce que c'est que habiter aujourd'hui au XXe siècle, au XXIe siècle, dans le contexte de l'histoire de l'habitat social en particulier. Quand on parle du logement, on parle de beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est un domaine passionnant. On parle d'architecture, on parle d'esthétique, on parle des gens, on parle des habitants. Et le logement, il a une longue histoire. Il y a eu au départ, bon là je pourrais pas m'attarder dessus comme j'avais voulu pour des questions de temps. Il y a le logement ouvrier. Alors le logement ouvrier, il est né à Mulhouse par un patron qui s'appelait Dolphus, qui tenait une usine de manufacture. Et un jour, il avait une inauguration, une machine est tombée en panne. Il a dit qu'on aille chercher les ouvriers qui réparent vite. Mais les ouvriers, ils étaient introuvables. Ils étaient où? Ils ne savaient pas. Les ouvriers, ils n'avaient pas de logement, ils faisaient des kilomètres à pied pour rentrer dans un taudis, ou alors ils étaient au bar, ils étaient ivres, et là, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Ce mec-là, il était protestant.
il y avait aussi de sa part une morale. On ne pouvait pas laisser ça comme ça, il faut lui reconnaître ça. Et bon, après, il faut la force de travail, il faut la reproduction de la force de travail, etc. Donc Dollfus à Mulhouse, et un mec que j'aime bien, c'est Godin. Godin, il a fait pour les ouvriers... Comment? Non. Non, ça n'a rien à voir. Je me demandais ce qui se passait. C'est le poil, quoi. C'est chaud. Et il a fait pour les ouvriers ce qui s'appelle le familistère. Alors si vous avez Internet, allez voir sur Internet, c'est magnifique. Et la particularité, c'est que le logement était amovible. On pouvait enlever des cloisons ou en remettre selon si c'était une grande famille ou une petite famille. Voilà, moi je l'aime bien, Godin, il avait un côté utopiste, fourriériste, que n'avait pas Dollfus. Bon, après, il y a eu les jardins, les cités-jardins de Henri Sellier, qui sont beaucoup moins nombreux. Et puis, pour finir, là, on fait un bond en avant, mais je ne résiste pas à l'idée de nommer les maisons Borloo, quoi. Alors, les maisons Borloo, c'est une arnaque, comme quoi, plus le temps passe, plus les choses se dégradent. La maison à 1 €, effectivement, la maison, elle coûtait 1 € par jour. Sauf que le prix du terrain n'était pas compris. Et que dans le droit français, ce qui n'est pas sur votre terrain ne vous appartient pas. Donc une fois la maison payée, si vous voulez que la maison vous appartienne, il faut repayer le terrain qui est aussi cher. Donc les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui se sont laissés prendre à cette arnaque, quand ils ont eu fini de payer la maison, ils se sont rendus compte qu'elle ne leur appartenait pas. Alors, à un moment donné, on a éprouvé le besoin de séparer, de vider les centres-villes. Il y avait trop de monde, c'était le bordel, tout le monde était au bistrot, les femmes se prostituaient, les enfants jouaient dans le caniveau, il y avait des émeutes, il y avait trop de monde, trop de flux. On a décidé de vider les centres-villes. Ça, c'était fin du 19e, début du 20e. Bon, après, il y a eu les 2 guerres mondiales, ça a un peu retardé tous ces projets. Et puis, la construction ne s'est pas faite tout de suite après la 2e guerre mondiale, parce qu'il y a eu les maisons Castor. Là, des gens qui construisaient eux-mêmes leurs maisons. Après, il y a eu l'appel de l'abbé Pierre. Là, on a commencé à construire les grands ensembles. Or, les grands ensembles, complètement éloignés de la ville. Justement pour vider les centres-villes et pour pas que les gens aient envie d'y revenir. C'est le déplacement de population. Donc, on a déplacé les gens. Du nord au sud, n'importe où qu'on soit, les grands ensembles sont les mêmes. Le bâti est le même, la végétation est la même. Alors la végétation, il ne faut pas qu'elle empêche la lumière de rentrer dans les logements. Donc il n'y a pas de grands arbres, il n'y a pas... La pelouse est assez rachitique. C'est un espace fonctionnel, c'est un espace un peu, comme dit Donzelot, intercalaire, un peu posé là. Et pourquoi il faut que la lumière rentre dans les logements? Il faut que les gens soient bien dans leur logement. Donc autant qu'ils y restent, qu'ils n'embêtent pas le monde. C'est un espace fonctionnel, dépouillé... En même temps, c'est un progrès. C'est un progrès au niveau du confort. Il y a l'eau chaude, il y a... Ah. D'accord, merci. Je sais que j'en suis. Ah, voilà. Par contre, cet espace... tout aéré, tout bien, c'est un espace qu'on ne peut pas s'approprier. C'est un espace, au bout d'un moment, qui devient un espace imposé. C'est un espace où rien ne peut se passer, en fait. On le traverse et puis c'est tout. Une partie des gens qui habitaient là dans ces logements, les ouvriers notamment, ne pouvaient plus évoluer. Ils ne pouvaient pas transformer leur logement, ils ne pouvaient pas évoluer dans ce cadre-là, donc ils sont partis. Et puis il y avait aussi toujours ce désir d'être propriétaire. Donc ceux qui ont pu être propriétaires dans les années 70, les ouvriers sont devenus propriétaires. Les logements se sont vidés. On a fait venir les ouvriers émigrés qui
vivaient dans des foyers, dans des hôtels, on les a fait venir dans les logements pour les remplir, on a fait venir leurs familles du pays, et de nouveau on a rempli les logements HLM. Alors si je dis ça, c'est parce que beaucoup de gens souvent disent que les Français sont partis parce que les immigrés sont arrivés, ce qui est faux. Les immigrés sont arrivés parce que les Français sont partis avant. Alors, donc, ça marche un moment. Il y a les zones industrielles, les gens ont du travail, on construit toujours les zones industrielles pas loin des UP. Et puis les choses se dégradent, le travail vient à manquer. Et puis on se rend compte d'une chose, alors la politique de rénovation, elle commence en 2003 à peu près, elle démarre de là. Il y a des choses qui gênent quand même le pouvoir dans ces quartiers. Avant, le problème des quartiers se pose vraiment en termes de sécurité, de délinquance dans les années 80. Mais il y a quelque chose qui gêne le pouvoir, c'est que les gens ils se sont appropriés ce quartier. Et les générations succèdent et les gens se le sont appropriés. Notamment cette population immigrée, le quartier c'est un tremplin. C'est un endroit où on se sent bien. C'est un endroit où on peut être un peu comme on est, africaine ou maghrébin. C'est un endroit où toutes ces différences-là peuvent s'exprimer et elles s'expriment. Donc on a fini par appeler ça communautarisme. Moi je trouve cette diversité. Et la politique de rénovation, elle s'appelle mixité. Elle s'appelle mixité. Et au nom de cette mixité, on va détruire toute cette diversité. Alors le quartier pour les primo-arrivants, alors il y a beaucoup de primo-arrivants encore, il y a des Africains, il y a des gens des pays de l'Est. C'est un tremplin, c'est un endroit où on peut se poser, ça peut être aussi un frein, parce qu'on peut ne pas le quitter le quartier, on peut y rester, et puis voilà. Et ce sentiment d'appartenance, on veut le briser. Les liens de voisinage. Dans un quartier pauvre, les liens de voisinage, ils sont forts parce qu'ils sont nécessaires. Ils sont réels parce qu'ils sont nécessaires. C'est pas bien, on va boire le café, c'est j'ai besoin de toi, t'as besoin de moi, on s'entraide. Donc c'est des vrais liens de voisinage. Et ça aussi va être brisé. Et je pense que le pouvoir, il veut briser cette chose-là. Je suis désolée, je n'ai pas l'habitude de faire des conférences, alors je retourne sur mes notes. Voilà, donc toutes ces différences qui se côtoient, on n'en veut pas. En plus, on est maintenant dans l'ère de la mondialisation. Donc on est dans l'ère du mouvement, on est dans l'ère du flux, on est dans l'ère où il faut savoir quitter son quartier, savoir quitter son appart, savoir quitter son boulot pour aller bosser ailleurs, pour vivre ailleurs. On est dans cette logique-là, qui fait, non, il ne faut pas t'attacher, il ne faut pas rester là. Il faut que tu ailles chercher du boulot là-bas. Donc en même temps que cette politique de rénovation, il y a une politique d'ouverture spatiale. Le tram, le bus, partout les quartiers sont rénovés, on ouvre les routes, on permet aux gens de circuler. Allez, hop, circuler, là maintenant, faut pas se promener, là, il faut tracer, Le foulard, par exemple. Le foulard, il y a toujours eu le foulard dans les quartiers. Ça gênait personne. Le foulard, il a gêné quand on a commencé à le voir dans les facs, quand on a commencé à le voir dans les logements diplômés. Ah, c'est quoi ça? C'est qui ces gens-là? Et le problème... Alors dans ce cas-là, le problème, c'est pas la différence qui gêne, c'est la ressemblance. Quoi, elle est comme moi, elle va à la fac, elle fait des études, elle va être comme moi, puis elle a le foulard. C'est ça qui gêne dans le foulard. Mais tant qu'il était dans les quartiers, le foulard, il ne gênait pas. Et il ne gênait pas non plus les gens qui ne portaient pas le foulard. Donc, ce que veut faire la rénovation, c'est changer l'image du quartier pour changer sa composition. Alors, la mixité, pour moi, la mixité, moi, je la ressens comme le colonialisme. Voilà, c'est des gens éduqués, c'est des gens qui ont fait... J'ai rien contre les gens éduqués, les gens qui ont des bonnes situations, c'est absolument pas ce que je veux dire. Mais c'est faire venir des gens un peu supérieurs vers des gens inférieurs. Il ne faut pas jeter par les fenêtres. C'est d'autres gens qui vont nous apprendre ça, ceux qui viennent de quartiers un peu plus évolués.
C'est un espèce... On pense que si des gens plus évolués, plus éduqués viennent dans les quartiers, les pauvres qui restent changeront. Ça les fera évoluer aussi. La mixité aussi, elle veut détruire les liens communautaires. Hein. Elle veut des valeurs morales, politiques, l'éducation des couches populaires, la cohésion sociale, bien sûr. Et aussi, on retrouve dans les quartiers ce qu'on trouvait dans les centres-villes fin du 19e, début du 20e. Une communauté, enfin beaucoup de pauvres, beaucoup de gens bruyants, ce rassemblement de nouveau d'une population qu'on n'a pas trop envie de voir. Donc on va les disperser. La politique de rénovation, c'est disperser tous ces gens. Et c'est vrai que c'est détruire des liens, c'est détruire des liens affectifs, c'est détruire des liens de voisinage. Je sais pas, après ça peut être dramatique, quoi. Il y a des gens, par exemple les gens qui s'empruntent de l'argent dans le quartier. Tu peux me prêter 15 €, mais les 15 €, je vais mettre 3 mois à te les rendre. On peut faire ça avec sa voisine, mais dans un quartier où... Dans d'autres quartiers, c'est pas possible, quoi. C'est même pas pensable. Donc, l'ANRU, dans sa politique de rénovation, alors la politique de rénovation, c'est donc refaire les logements, changer l'image du quartier, changer les façades, etc. En contrepartie, elle impose des démolitions. Il faut démolir les bars, il faut démolir les tours, parce que c'est quand même un urbanisme inquiétant. Les gens ont peur, même les gens qui ne rentrent pas dans les quartiers, ils ont peur des quartiers. D'ailleurs, on dit on pénètre dans le quartier, c'est pas anodin. Et puis les espaces, on ne sait pas ce que c'est, tous ces trucs-là, ces coursifs, ces caves. Quand on rentre dans une cage de HLM, c'est vrai que des fois, ça peut être inquiétant. Donc cette image-là, il faut la changer. Alors les destructions, j'ai noté quelque part, 1 300 000 logements à démolir. Là. Ils ont déjà commencé, mais ils n'ont pas fini. Aujourd'hui, il y a près d'1 million de personnes qui sont à la rue. Il y a près d'1,5 million de personnes qui sont mal logées. En 2013, comme ça, pour info, un nouveau SDF sur 3 était cadre. Moi, j'ai pas mal d'infos pour ceux que ça intéresse de la Fondation Abbé Pierre, qui donne beaucoup d'indications comme ça, de chiffres et des conditions d'appauvrissement. Alors, les destructions, c'est quand on voit une tour tomber ou une barre tomber, c'est un spectacle déstabilisant, déstructurant. Tous les gamins pleurent. Les petits gamins jusqu'à 5 ans, ils pleurent. Les adultes pleurent aussi, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Mais les gamins, c'est pas un spectacle pour les gamins. Et moi, je dis quelque chose qui n'est pas un spectacle pour les gamins, c'est pas bien, c'est pas bon. C'est traumatisant. C'est traumatisant notamment pour les personnes âgées ou des personnes qui sont dans leur logement depuis longtemps, qui n'ont pas envie de le quitter. Ça détruit les liens de voisinage. Donc, au début des démolitions, était fait un travail d'accompagnement des habitants, avec des artistes, des photographes, des gens de théâtre. Donc, les habitants, ils évoquaient ce qu'ils allaient perdre, ce qu'ils étaient en train de perdre, ils pouvaient en parler. Et les politiques leur montraient ce qu'ils allaient gagner. Hein, c'est du passé un peu faisant table rase, il ne faut pas regarder en arrière, voilà, on va faire ça, vous verrez, vous allez être bien. Maintenant, je ne sais pas, il y a encore des démolitions, mais je ne sais pas si ce travail d'accompagnement se fait encore. J'en entends plus parler. Et ce travail d'accompagnement était aussi financé par l'ANRU. Donc, à un moment donné, ils avaient bien conscience que ce qu'ils faisaient, ce n'était pas anodin. Ce n'est pas seulement casser des pierres, c'est moi ce que j'appelle un délogement. Eux, ils appellent ça relogement, c'est un délogement, et c'est de nouveau un déplacement de population. Alors, pour conclure, j'aurais pu parler encore plus longtemps, mais même les travaux de rénovation à l'intérieur des logements, c'est un bulldozer. C'est un bulldozer. Bon, les gens n'ont aucun choix.
Ils ont trois couleurs de murs à choisir, ils ont 3 sols à choisir, il faut qu'ils vident leurs pièces, il faut que tel jour à telle heure ils soient disponibles. Il faut alors après, il y a tout le monde rentre chez eux, les électriciens, les peintres. Je pense qu'il y a des personnes âgées qui en sont mortes. Moi, j'ai vu 2 personnes âgées qui sont mortes après les travaux de rénovation. Et il y a tout. Et puis ce vécu-là, il ne peut pas s'exprimer, parce que quand quelqu'un cherche à dire voilà sa souffrance ou sa peur, ou ben non, mais regardez madame ce qu'on va faire pour vous, regardez monsieur, on va tout refaire votre logement, puis vous vous plaignez. Donc automatiquement, ils ne peuvent même pas s'exprimer. Automatiquement, la parole, elle est morte. Alors aujourd'hui, il y a aussi le fait, je parlais tout à l'heure de la mondialisation. Il y a aussi le fait que l'Europe veut que tout le monde soit propriétaire. Bon, ça a toujours un peu, dans un pays capitalisme, toujours un peu dit, mais là, l'Europe pousse beaucoup. Hein. Alors l'Europe contrôle les interventions de l'État sur le logement social. L'Europe, elle a le livret A dans le collimateur. En fait, l'Europe voudrait que les États se retirent des activités pour que le marché puisse dominer ces activités-là. Donc, les États ils doivent signaler et justifier toute subvention, parce qu'une subvention, c'est pas bon. C'est des obstacles au commerce et au profit. En Angleterre, par exemple, il n'y a plus de logement social. C'est le marché qui s'en occupe. Tous les gens sont propriétaires. Et les pays où il n'y a pas de logement social, où les gens sont propriétaires, sont des pays pauvres, sont des pays où les gens sont pauvres. Ah oui, ça aussi. Les engagements de l'État et des collectivités. Alors ça, c'est André Hichet, président de la Société nationale immobilière, filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Donc ce mec-là, il est à la tête de 275 000 logements sociaux. Et voilà ce qu'il dit. Les organismes de logement HLM doivent cesser de penser à leur mission sociale pour devenir des gestionnaires de portefeuilles d'actifs immobiliers. Ils ne doivent pas hésiter à se lancer dans des spéculations foncières et immobilières et empocher au passage de formidables plus-values. Voilà. Je dis que c'est une déclaration aussi brutale que le temps de cerveau disponible pour Coca-Cola. Voilà où on va, quoi, avec le... Alors pour finir, je voudrais dire quand même quelque chose. Moi, quand je l'ai appris, ça m'a touchée, j'ai envie de le dire. Pendant la canicule, il n'y a pas eu de mort dans le logement social. Il n'y a pas eu de mort parce qu'il y a des gens, il y a des gardiens, des gardiennes, il y a des agents d'entretien. Et voilà, ça je trouve c'est bien. Merci beaucoup Dominique. C'est un discours très complexe que nous tient Dominique Bourgon. Je vous recommande vraiment de lire son livre, donc, qui n'est pas un livre de témoignage sur la vie dans les cités. C'est pas un récit de vie, c'est un livre. C'est parce que c'est un écrivain, Dominique, qui a un style absolument extraordinaire. Vraiment, je suis très exigeant moi, sur ces questions de littérature. Je vous recommande vraiment de le lire. Quoi qu'elle en soit, tout à l'heure, elle disait en particulier à propos de la mixité quelque chose qui n'est pas forcément évident à comprendre. Mais je ne voudrais pas en donner une interprétation, on aura un débat, mais ce que je voudrais simplement dire, pour passer ensuite la parole à Patrick Bouchin, c'est que ce dont elle parlait pour moi, à propos de la mixité qui a détruit des liens dans des communautés, parce que c'est ça que tu dis, ça renvoie à ce que j'ai cité hier et avant-hier d'Amartya Sen à propos des capacités. Je le redis parce que c'est important pour les gens qui n'étaient pas là. Amartya Sen a montré que ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience, terme qu'employait Jean-François Caron tout à l'heure, des territoires, mais j'appellerais tout simplement la possibilité d'exister et d'exister dans la dignité, était finalement plus grande dans les pays qui développent leurs capacités et qui développent et qui protègent leurs capacités. Et il a montré sur pièce, et il a eu le prix Nobel pour cela, que les Bangladais ont
des capacités beaucoup plus grandes que les habitants de Harlem et que l'espérance de vie est plus grande au Bangladesh qu'à Harlem. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que, juste pour terminer, et je passe la parole à Patrick, derrière la question de l'automatisation est la question de perte de savoir. Quand on automatise les choses, on perd les savoirs. Sauf si on utilise les automatismes pour cultiver des nouvelles formes de savoir. C'est ça l'enjeu de cette école éphémère et de cette question des smart cities et de la vie urbaine, de la nouvelle urbanité. Non pas urbanisation, mais urbanité qu'il s'agirait de développer. C'est ça qui était en jeu. Et quand j'ai rencontré Patrick Bouchain, c'est ça dont il m'a parlé. Je veux dire, ce dont vient de parler Dominique, à propos notamment de l'absence de choix pour habiter son logement, etc. Patrick m'a parlé de ça, il parlé de ça à la Samoa aussi, puisqu'on avait organisé un séminaire avec Olivier Carreau sur les territoires contributifs dans lequel Patrick était intervenu. Malheureusement, cette séance de séminaire a disparu, n'est plus en ligne. Voilà, ce que je trouve absolument scandaleux. Je te passe la parole, mon cher Patrick, en te remerciant beaucoup d'être là. On va remercier Dominique. Non, parce que c'est en effet, c'est absurde. Voilà, on est dans une situation totalement absurde. D'abord parce qu'il faut le rappeler, le logement social est payé essentiellement par l'argent du livret A. Donc on pourrait dire que ceux qui sont donc les économes, les gens qui mettent de l'argent de côté au cas où quelque chose d'imprévu arriverait dans leur vie, c'est cet argent qui sert à construire le logement social. Donc on pourrait dire que c'est invraisemblable que ceux qui financent leur logement n'aient pas le droit de participer à la construction de leur logement. Moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre ce mécanisme, parce que l'organisme HLM qui construit un logement social, il a le droit d'en construire un, il reçoit donc une subvention qui vient grâce à cet argent, et après, l'organisme HLM emprunte la totalité de la somme manquante pour construire le logement, et cette somme est remboursée par le loyer qui est versé par la personne qui habite. Donc on va dire que c'est un système absurde, parce que ça voudrait dire qu'une partie de la population, versant un loyer, n'aurait pas le droit, non pas d'en être propriétaire, parce que Dominique a raison, ça n'est pas, c'est pas nécessaire, mais au moins pour avoir un pécule. On pourrait dire que le loyer que j'ai payé est une somme que j'ai mise dans un objet social qui est le logement social, qui est donc nécessaire à l'harmonie sociale, et je suis actionnaire par le loyer que j'ai payé de cet objet social. Et donc, quand je le quitte, éventuellement, je devrais avoir un retour sur cette non-propriété, mais sur cet usage qui a permis donc l'harmonie sociale. Donc, c'est invraisemblable qu'on ne nous le raconte jamais comme cela, et on nous le raconterait comme quelque chose qui nous gênerait, comme s'il avait fallu construire du logement social avec de l'argent des autres pour des gens qui n'en ont pas et qui nous font chier, et ainsi de suite. Et en plus, comme ces gens ne se sentent pas bien, qu'il y a un mal-vivre dans ce logement, l'expression du mal-vivre fait que plutôt que de s'attaquer à la cause du mal-vivre, on préfère le détruire en disant, en le détruisant, on annulera le mal-vivre, ou éventuellement on le reportera un peu plus loin, parce qu'à force de fatiguer les gens qui habitent dans un logement social en les délocalisant, on pourrait dire, on noie le problème. Et donc c'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'humanité, à une échelle pareille, où il y aura donc une négation d'une époque par le fait qu'on aura détruit des logements sociaux qui appartiennent à un moment de l'histoire qui est très important. Il a fallu qu'en effet la société s'organise pour loger une population plus importante. Et donc cette histoire de l'architecture va donc disparaître au prétexte qu'elle n'est pas montrable. Voilà, donc c'est très très grave, parce que aucune société ne peut vivre sans son passé, et aucun habitant ne peut vivre sans trace. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre dans un logement qui n'aurait pas de trace et qui n'est pas que la sienne. C'est la trace de la personne précédente qui a habité le logement. Donc on est dans un négationnisme de cette période, et je trouve ça invraisemblable qu'on ne le dénonce pas plus. Alors du coup, parce que ce que je vais vous raconter est totalement complémentaire de ce que nous a décrit Dominique.
Parce que toute l'histoire, en effet, on le voit, à chaque fois, il y a des tentatives, et c'est les coopératives, et c'est les castors, et à chaque fois, on revient, et en fin de compte, on veut un logement automatique, puisque c'est l'industrialisation du bâtiment et les marchés qui ont été donnés donc, aux grandes majors, on pourrait dire, aux grandes entreprises, qui a produit ce logement social sans vie. Alors du coup, je vais essayer d'illustrer, parce que quelquefois, voilà, il faut démonter ces automatismes. Et comme l'ANRU est peut-être, c'est né peut-être d'une bonne volonté, mais dans son application, il y a un automatisme vertigineux et très dangereux. Donc moi, je n'avais jamais fait de logements sociaux, parce que voilà, je vais décider de faire autre chose. Et on me reprochait tout le temps de faire le mariole et de dire oui, mais c'est facile, ce que tu as fait, c'est facile, tu fais des équipements culturels et autres, mais le logement social, c'est bien plus compliqué. Donc un jour, je dis bon, je vais m'y attaquer au logement social, et je vais m'y attaquer justement dans le cadre d'une opération en rue, donc ce que l'on a entendu tout à l'heure, et de voir quels sont donc les désastres que cette opération en rue apporte, et éventuellement même retourner tout le discours, et même pour compléter ce que Dominique a dit, exemple, je voulais démontrer que quand on dit on détruit les bars et les tours, parce qu'en effet, peut-être que la barre et la tour est l'objet du mal-vivre, alors que la maison individuelle serait l'objet du bien-vivre, j'ai décidé de faire du logement social dans le cadre d'une opération en rue où on démolissait justement des maisons. Parce que, voilà, on est quand même plein de contradictions, et je n'ai donc pas attaqué la barre et la tour, mais j'attaquais la maison individuelle. Parce qu'il y a eu, donc, dans des cités, des maisons qui ont été construites, justement pour y mettre les populations les plus difficiles, parce que ces populations, soi-disant, ne pouvant pas s'intégrer dans le logement collectif, on les mettait, comme si on les mettait à l'écart de la ZUP, dans des maisons ou dans des unités de petite dimension, où socialement c'était plus facile de les contrôler. Et donc je me suis attaqué à 2 sujets, enfin 3, mais je vais vous en montrer qu'un ce soir, qui étaient le premier, je le décris très vite, mais je ne le montre pas, c'est des ouvriers ayant acheté leur logement ouvrier quand l'entreprise donc a fini son activité. Et donc, les ouvriers ont mis du confort dans leur maison que le logement du patron n'avait pas donné. Donc, on va dire pendant 10 ou 15 ans, au moment presque de la retraite, on annonce à ces ouvriers qu'on va raser leur maison au prétexte qu'elles ne font pas bien dans le paysage d'une rénovation urbaine. Donc ça, c'est une opération qui s'est faite à Tourcoing, et où des gens donc, ont créé une association qui s'appelle Rase pas mon quartier, et dont l'idée était, peut-on construire la ville nouvelle sur des maisons ouvrières transformées par leurs ouvriers et par des personnes âgées. C'est-à-dire, est-ce que la vieillesse ou la sagesse peut être le socle de la ville nouvelle, et non pas de dire toujours, voilà, le neuf et le jeune, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on a fait à Tourcoing, une opération très compliquée, mais ce n'est pas celle que je vais vous montrer ce soir. On a fait une autre pour démontrer qu'on ne peut plus habiter la campagne, et on ne peut plus faire donc du logement social à la campagne, parce que habiter donc très souvent dans des maisons campagnardes, elles sont devenues des résidences secondaires, et donc il y a eu une sorte de, disons, de surévaluation de la valeur immobilière de certaines maisons, et construire des toutes petites unités de logements sociaux dans des villages. Les organismes sociaux ne veulent pas le faire parce que c'est très compliqué de faire une opération de 2 logements, 3 logements, ou éventuellement de faire un logement qui viendrait s'insérer dans un tissu rural très subtil. Donc ça, on a fait ça en Ardèche, pour démontrer qu'on pouvait faire 3 logements pour une population que l'on connaissait et dont le maire, on pourrait dire, était le meilleur médiateur, puisque le maire était un habitant élu, car n'oublions pas que les élus, ce sont des habitants, et cet habitant élu voulait donc adjoindre à la population de nouvelles personnes qui voulaient habiter son village. Donc on a eu un promoteur social qui a été, en fin de compte, le maire. Alors que très souvent, voyons, on délègue à des promoteurs sociaux la construction donc, du logement social. Et l'autre, celle dont je vais vous parler ce soir et montrer quelques images, c'est une opération, on va dire, exemplaire dans la honte de la décision qui allait être prise et exemplaire dans le retournement de la situation. Il y avait donc 60 maisons dans une opération en rue dans lesquelles il y avait 300 personnes qui habitaient, et donc dans le schéma en rue, on devait raser ces maisons. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, le maire a dû avoir un éclair un jour, a dû dire, mais
où vont aller ces 300 personnes pendant qu'on va raser ces maisons, puisque bien entendu, c'était une population très pauvre, à peu près 60 à 70% de chômeurs, énormément, donc une population avec une forte, voilà, énormément d'enfants, énormément de jeunes femmes ayant des enfants sans activité et sans mari, pour toucher une allocation de parents isolés, et en même temps parce que voilà, aucune éducation n'est faite sur justement la contraception et autres. Ensuite, une population très dégradée sur le plan physique, obèse dès l'âge de 13-14 ans, puisque très mauvaise nutrition, une mauvaise hygiène donc de santé, mauvaise hygiène dentaire, pour ainsi dire plus de dents à l'âge de 40 ans, et voilà, une sorte de situation, enfin c'est une sorte de quart-monde, si vous voulez, où même plus personne n'allait dans ce quartier. C'est-à-dire qu'on ne ramassait même pas les ordures, il n'y avait même pas l'éclairage public, certaines maisons n'avaient pas de carreaux, certaines maisons n'avaient pas de chauffage, et les toitures fuyaient. Donc du coup, on dit voilà, on va les détruire, et on va disperser cette population. En fin de compte, ce n'est pas pour la reloger, c'est pour la faire disparaître. C'est pour qu'elle, par diffusion, elle disparaisse. Elle part avec son problème et elle disparaît. Enfin, elle mettra du temps avant de réapparaître, mais elle disparaît. Donc le maire a eu un sursaut, a dit, mais quand même, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc, il m'a appelé, mais faire 60 maisons, vous voyez, à Boulogne-sur-Mer, occupées par 300 personnes, dont tout le monde est au chômage et devant la télé toute la journée, j'ai un petit peu hésité et je me dis, je vais le faire, mais je vais faire une expérience, je vais introduire ce qu'on appelle la permanence architecturale, c'est-à-dire que je vais démurer une maison, parce qu'il y en avait une qui était murée, enfin 2 qui étaient murées, et en démurant cette maison, on va l'habiter pour montrer que c'est habitable. Mais sauf que c'est pas moi qui vais le faire, parce que voilà, ça faisait un peu Abbé Pierre qui arrive, Pierre laïque, mais qui arriverait dans un truc. J'ai donc décidé de le donner à une personne et de raconter cette histoire à quelqu'un de jeune, candide, on pourrait dire, analphabète dans ce domaine administrativo-juridique, et une personne architecte qui avait envie donc de faire cette expérience, d'habiter pendant 3 ans, parce que la règle c'était d'habiter 3 ans, et qu'en habitant, elle fasse le projet architectural. C'est-à-dire qu'elle ne devienne pas pour consulter les habitants pour savoir ce qu'ils veulent, mais qu'elle, habitant dans ces conditions, elle puisse porter ce qu'il faudrait en tant qu'habitante un peu leader et entraîner les autres donc à peut-être même venir renforcer cette idée qu'elle avait de transformer son quartier. Et donc on a démuré la maison et les gens nous ont dit bon, ça ne tiendra pas 2 mois. Elle a donc pendant presque 1 an rien fait d'autre que de recoller les morceaux de qui était qui. Puisque même l'office d'HLM ne savait pas qui habitait donc, à cet endroit, puisque les gens se repassaient leur logement, ou éventuellement pour pouvoir survivre, ou pour certaines personnes qui étaient expropriées, il y a une très grande solidarité qui existe, il y a des gens qui accueillaient chez eux d'autres qui avaient été expulsés. Et donc on avait une surpopulation qui était donc bien supérieure au bilan que l'office d'HLM faisait. Et donc elle a fait un peu un travail d'anthropologie, donc ce qu'on ferait dans une tribu, voilà, dans les îles Samoa, mais qu'on ne fait pas au pied de chez soi, de savoir qui est qui et qui habite où, mais pas dans un sens policier, mais pour avoir les armes de défendre auprès de l'office d'HLM que le groupe était constitué et que le groupe était fragile et que peut-être que la personne, en effet, qui avait perdu son mari et en même temps dont les enfants étaient partis, elle devait rester dans une maison qui était à des dimensions supérieures à la règle qui aurait été de l'attribution de cette maison à cette femme. Et de défendre que cette femme doit finir sa vie dans la maison dans laquelle elle a fait sa vie. Donc on a commencé à remettre en cause par là ce qu'on appelle l'attribution. Et après, on a laissé faire des déplacements pour assurer des rapprochements, mais qui étaient en fin de compte des nouvelles attributions décidées par les gens. Donc on a commencé à faire un territoire constitué de personnes vivantes ayant une histoire. Et puisque c'est Sophie Ricard qui a fait ce dossier, je lui ai dit, maintenant, on va faire un projet en fonction de ça. On ne va pas faire 60 maisons, mais on va faire 60 projets de une maison.
voyez, c'est un truc idiot, mais ce n'est pas une opération de 60 maisons avec 300 personnes, c'est 60 projets de une maison. Et donc on va faire un projet où on va désigner même un entrepreneur, ou désigner éventuellement quelqu'un qui va suivre, mais qui suivra la maison. Et la maison, elle a une adresse, elle porte le nom de son occupant, et il y a l'histoire de son occupant. Et quand on a commencé à faire ça, ça a tout changé, parce qu'on a redonné goût à la personne qui habitait, de se dire, mais en fin de compte, c'est vrai, je suis une maison parmi 60 maisons, mais je suis une maison, et cette maison, elle est habitée par un individu que moi-même. Moi, j'ai une histoire, et je peux prendre en charge l'histoire de ma maison. Donc, j'ai poussé un tout petit peu plus loin en disant à Sophie, et si tu faisais le projet avec les moyens que ces gens-là ont, c'est-à-dire, est-ce qu'ils sont capables de faire des plans, puisqu'ils ont habité leur maison et tout, on va faire un travail de relevé, un travail de maquette, donc, et c'est là où on s'aperçoit que l'architecture est peut-être l'art le plus usité, c'est un art de grand savoir, mais c'est un art de grand savoir populaire. Parce que qui construit nos maisons, ce sont les classes populaires qui construisent nos maisons. Donc de faire croire que les gens modestes ne peuvent pas s'occuper de l'architecture, c'est complètement faux. Ils sont 10 fois plus compétents que les classes bourgeoises qui, en fin de compte, se servent justement de ces compétences. Et donc quand on a commencé à faire ça, on s'est aperçu que d'un seul coup, voilà, les choses se relevaient, puisque des gens étaient donc capables même de dire « je suis un ouvrier du bâtiment au chômage », alors qu'avant c'était un chômeur. « Je suis un plâtrier », et ainsi de suite. Et mon cousin, mon frère, est un plâtrier, un machin, il sait réparer une toiture et tout. Et on a donc commencé à faire un projet, si vous voulez, qui était assez enfantin, où, comme un roman photo, je prends en photo la chose que je dois réparer, je prends en photo comment je la veux réparer, en allant prendre sur une autre maison, ainsi de suite. Et je constitue un cahier, qui est un cahier très populaire, qui est magnifique, où en fin de compte, tout est décrit, y compris le prix. C'est-à-dire de dire, eh ben, si je mets un carrelage ou si je refais la toiture, ça vaut tant. Et donc, les gens, en fin de compte, gèrent. Et comme Dominique l'a dit tout à l'heure, quand on emprunte 15 € dans une cité, en effet, c'est une somme très importante, mais on les rend. C'est comme les microcrédits autres. Et quand on dit à quelqu'un, il n'y a que ça pour faire une maison, c'est complètement faux de dire, mais si on commence à leur demander leur avis, ils dépenseront plus. Et donc, le montant, et c'est là toute la bascule, j'ai demandé comme montant, pour refaire ces maisons, le prix de la démolition. Vous vous rendez compte que démolir une maison, ça coûte 30 000 €. Construire une maison, ça vaut entre 100 et 110 000 €. Ça fait 140 000 pour avoir une maison, démolition, reconstruction. Et je n'ai demandé que 30 000 €, ce qui, en fin de compte, était une somme qui ne servait à rien d'autre que détruire une histoire. Et ces 30 000 € m'a dit, tu n'y arriveras pas. J'ai dit, j'y arriverai qu'à une seule condition, c'est que ces 30 000 €, j'aurai le droit de les utiliser comme je veux. C'est-à-dire que je ne les utiliserai pas par appel d'offres auprès d'entreprises du BTP qui vont vouloir faire ces travaux, mais je les utiliserai dans une cagnotte, donc dans une régie, comme une régie de quartier, et je le dépenserai, en fin de compte, en passant des commandes au 1 par 1, maison par maison, et prestation par prestation. Et donc là, bon, ça a été une bagarre de 6 mois, on l'a obtenu. Et alors après, on a dit, on va faire donc un chantier ouvert, c'est-à-dire qu'on ne va donc pas faire un chantier fermé, où on va donc faire une opération pendant laquelle on va évacuer les gens. On va faire les travaux comme chez les bourgeois. On habite, on est content, il y a le tapissier qui vient, le peintre et tout, on discute avec, et puis même on regarde comment l'ouvrier fait, et puis on se plaint qu'il ne travaille pas assez. On a dit, ben voilà, on va faire un planning par maison, on va désigner des entreprises par maison, et c'est les gens eux-mêmes qui géreront le planning des travaux de leur maison. Et on m'a dit, mais tu n'y arriveras absolument pas. Et d'un seul coup, on a créé une sorte de vie absolument incroyable, parce que quand un ouvrier frappait, il disait, ah ben non, écoute, Roger, parce qu'en plus, il connaissait pas un prénom, pas aujourd'hui, non, je suis fatigué, viens demain, bon, alors je vais dans la maison d'à côté, mais tu reviendras après-demain. Et on a créé par ce lien-là, tout le temps, de tenir à jour la totalité du planning et du budget. Et donc, on a fait ce petit film d'1 quart d'heure, donc qui est vraiment un digeste complet de 3 ans. Et donc, je voudrais vous le montrer parce qu'on ne peut pas y croire. Et vous allez voir, c'est assez drôle parce que vous allez voir Sophie, donc, qui va chercher les gens, et à la fin, il se passe un truc, quoi. Alors, comme je fais des signes... Tu fais la régie. Voilà. Bonjour. Ah, bonjour. Votre femme est là? Oui. Il faut qu'on voit si ça vous convient ou si vous voulez modifier des choses. D'accord. Voilà. Demain matin. Super. Fin de matinée. Bah demain alors. Oui, À à demain. demain, Au oui. revoir. Puis on fera ça vite. Donc c'est en bas. Ouais, toujours pareil, comme l'atelier. Ouais, ouais. Voilà. C'est bon, merci. De rien. Venez à vous, au revoir.
Au revoir. Maintenant, il faut venir voir pour savoir si ça vous convient. D'accord, Ou ouais. si vous voulez changer de couleur. Donc demain matin, entre 10h30. D'accord, ouais, y a pas de Et problème. puis ce sera suivi d'un petit pot si vous voulez boire un coup avec vos copines, prendre un café. Et être filmé. Et être filmé. Mais c'est juste pour caler, puis voilà. Parce qu'à un moment, il faut commander. Voilà. C'est bon. Ah oui, 10h, c'est bien. Impeccable. Très bien. Merci. À demain. Ah mais je savais pas, j'ai jamais vu. Elle s'appelle comment? Brooklyn. Brooklyn. Salut Brooklyn. Oh, petite mère. C'est cool ça. Ouais. Bon, alors j'ai dessiné, on a vu les couleurs ensemble. J'ai tout dessiné, les façades en entier. Donc il faut qu'on vérifie si ça vous plaît. Ou si vous voulez changer. C'est bon. Mais non, mais oui, non, mais peut-être Comme que ça, je me vous suis verrez, trompée, parce on qu'elle sait l'a jamais. redessiné, donc maintenant vous allez voir. Non, mais on verra toutes les maisons, on voit toutes les maisons ensemble, donc on voit toute la rue. La femme, elle a fait pas rouge, moi non plus. Ah, moi, il avait pas de Giro, moi, du vernis. Hein. Moi, c'est des vernis aussi. Ouais, vernis. Hein. En fait, on est obligé de peindre. On peut pas vernir. Bon, bah, Et moi, vous c'est- n'aurez pas les mêmes couleurs de porte et de volets parce que c'est pas le même. Voilà. Il y a deux Vous avez la même couleur là ou bah, vous me faisiez gris? Gris, il n'y a pas de gris. C'est jamais Oui, c'est ça la même couleur à peu près, mais ce sera jamais la même. mais pas rouge. D'accord. Pas rouge. Ah, c'est beau. Oui, vous. Bah, c'est bon, tout. Bah, merci. Bonne journée. Non, vous êtes où 11 pas nominés, 11 de la Croix. La couleur là, mais pas de rouge. Elle prend bien la route. Ouais, ça peut trop. Rouge, je prends bien. Ah ouais, voilà, voilà. Voilà, c'est là. Là, c'est celui-là. Ça vous va les Ouais, ça va. Ouais, Moi, j'aime bien. Hein. Ah oui, moi j'aime bien. J'aurais pu les choisir moi alors. J'ai reçu la fin de. Oui. La souris qu'elle m'a donnée là. Oui. Et j'ai raté les belles surfaces. On veut qu'il le mette carrément. Il est passé trop, l'électricité, ça y est. Ça va, ça, des petites maisons Barbie. Il faut qu'il mette le Ouais. de côté. Après, bon, bah, les volets avec les couleurs marron. Le prune est assez beau hein, là. Parce que sinon on est avec le rose, vous allez avoir du mal. Là, ça va être presque pareil. Le vert est mieux. Vert, ouais, il est mieux, oui. Et les volets aussi, on les peint. Ouais, la même couleur, hein, Ce pour serait faire plus un. sympa, Bah oui, oui. ça va faire Picasso Oui, sinon. c'est une catastrophe. Ouais, c'est plus beau comme ça. Regardez, ça arrive ça. Oui, comme ça. Comme ça, c'est plus clair. Bah, tu fais des volets comme ça. Vous va faire rouge et rouge, c'est rouge et rouge. Ah non, pour rouge à rouge, hein, il faut. Bah, tu fais ça là. Ouais, c'est ça. Vas-y. Ah bah oui. Faut tout remplir. Et c'est voilà, il fait bien coller les formes, comme ça on gaspille pas trop de papier. Et il y a 50 mètres à faire. C'est un beau rouge, hein, t'as vu Bien ça? essuyer ton pinceau. Regarde, j'ai fait une autre. Attends. Toi, t'as fait un peu un cœur là, c'est toi qui as fait le bleu là? Madame, Donc on finit la patate là. je mets juste On cela. la. Il faut les faire un arc-en-ciel en peinture. Tu veux. Voilà. N'en touche pas. Hop La là. grosse pièce. Donc l'idée c'est que tout ce qui est sur le bord qui est un Je suis un amateur. Je vais te donner un pinceau. Oh, il est pas mot. Très adapté, mais on va prendre ça, ça ira très bien. Là, il y a tout. Laisse en blanc. Et après, tu le Ouais, ça y est, gros. Bah, lui aussi, je vais faire des dessins. Oui. Bah, tu vois, tu as des filles. En plus, il y a dans cette Picasso. En plus. T'es pas, t'as les mêmes oreilles, t'as le même nez. Ah, bah, t'as le petit tout. Quartier Picasso, ouais.
Tu te rappelles, c'est 2 couleurs par maison. La première couleur pour la façade et la deuxième couleur soit pour les volets, soit pour les encadrements. Normalement, on doit garder... Ah bah si, l'encadrement, c'est sur blanc. Ah bah non. Ce qui peut être très beau, c'est que... Non, non. Regarde. Bah venez avec moi dans la cité de chantier, on va revoir. Allez, on va voir. Eliane, viens, oui, voir. Le 17 Gérard, bah c'est pareil. Comme 17, toi t'avais pris. C'était ça, puis il y avait du rouge, je sais plus pourquoi là. Gérard, t'avais bien choisi. Non, mais on s'en fout, le rouge c'est ta façade. Les volets, c'est pas moi qui l'ai choisi. On m'avait dit, on va les mettre une couleur associée. Mais j'ai pas peur que les armoiries, c'est-à-dire que. Ouais, les volets, on se débrouille pour les mettre autre part, je l'apprends. Ouais. On peut essayer de diluer. On va demander au peintre qu'il le dilue un peu. Moi j'aime bien. On va avoir 5 côtelettes et un rôti de cheval, s'il vous plaît. Ah, ça va là-bas, après. On voit ta cul là. Ça va t'arracher. T'as trou à ta cul. C'est la mouche. Pour toi c'est trop rouge, comme ton short. Si c'est trop rouge, on peut le mélanger avec du blanc, histoire de donner un Et truc. puis quelle couleur ça va être? Je connais pas Bah, du coup, si tu mélanges ça avec du blanc, tu vas virer dans ces tons-là, quoi, tu vois. Ouais. Celle qui est à côté. Un truc comme ça, donc, par rapport à ce que t'as aujourd'hui. Ouais. Ouais. Ça te plairait ou pas? Oui. Oui, bon. On essaye ça comme ça? Ouais. On Le essaie... rose, bon, parce que rose, violet comme ça. Non, mais celui-là, il est violet, il est plus. Je suis d'accord avec toi que ça fait peut-être un peu trop. Parce que la carton, on voit les pots comme ça. Bah non, mais tu sais, les trucs non, qu'on voit c'est sur un pour bout de ça. papier, Ouais, c'est pour ça. c'est très difficile de voir sur des petits bouts de papier. Tu gratter ta cul, t'as des verres. Il fait ça sans goût. Ah ouais. Vas-y. Pas de profil, gros. Attends, tu joues avec toi, gros. Oh, gros, t'as vu, il y a plus qu'on le dit, gros. D'accord. Merci. Alors comme vous l'avez vu, le seul commerce qui passe, c'est le marchand de bonbons. Voilà, terrible. Donc ça n'est que la fin, hein, parce que tout l'intérieur a été fait de la même façon. Hein, toute la plomberie, l'électricité, le doublage, la réfection des toitures, des cheminées. Et là, c'est la fin, c'est le moment du ravalement, quoi. C'est la joie. Et vous avez vu, donc la rue a repris complètement sa vie. Il y a un mélange complet entre les ouvriers habitants et les habitants ouvriers. Voilà, il n'y a pas de différence entre l'entrepreneur et peut-être le bricoleur. Les enfants revoient le travail. Là, on voit son père travailler, son oncle, ainsi de suite. C'est idiot, mais c'est idiot. C'est comme ça. Non, mais ce qui est terrible, c'est qu'on l'a fait. Et maintenant, Sophie, vous l'avez vu, donc elle est quand même assez drôle, elle a punchy et tout. Et maintenant, elle est dans une autre ville. Et ils viennent la voir. C'est-à-dire que elle leur paye un peu le voyage et tout. Elle est à Rennes et ils ne peuvent pas se passer d'elle. Et après, quand elle est partie, les gens ont dit mais qu'est-ce qu'on va faire quand tu ne seras pas là? C'est-à-dire que le temps long
qui est en général, vous voyez, le temps, on dit c'est le temps d'administration, le temps des procédures, c'est horrible et tout. Il faut toujours être dans l'urgence. En fin de compte, le défaut, il est là. Il faut être dans le temps long. La vie, c'est le temps long. La ville, c'est le temps long. Et donc, c'est dans ce temps long que l'on reprend goût à la vie. Vous voyez, c'est pas dans l'urgence. Et donc, du coup, c'est comme si on avait été une assistante sociale. Voilà, ça doit être comme ça. On devrait... Ce n'est qu'un architecte, vous vous rendez compte, une architecte. C'est sa première opération. Et elle a vécu 3 ans. Et qu'il y a des architectes qui n'ont pas de travail. Et qu'on pourrait faire des toutes petites opérations, 60 maisons, où à chaque fois on mettrait un jeune architecte. Vous voyez la diversité que ça introduirait. Voilà. Merci Patrick, formidable. Merci beaucoup. On va maintenant parler avec Olivier Carreau de toutes sortes de dispositifs. On va revenir un petit peu au thème de départ, hein, que j'introduisais au début. On était dedans, mais je viens à ce que je disais tout à l'heure sur ce qu'on voyait avec Jean-François Caron, en fait. Mais Olivier va donner une extension plus grande à tout cela, comme je le disais tout à l'heure, et ouvrir peut-être aussi vers la question des politiques publiques et de resituer tout ça dans un point de vue plus macroscopique, disons. Voilà, tu penses pouvoir tenir en 15 minutes, ça te paraît possible? Oui, merci. Si tu mets ta montre là, je suis sûr d'être moins... Je te donne ma montre. Tu me la prêtes? Je te la prête. Bon, bonsoir. J'avoue que j'étais un peu gêné quand tu m'as passé le sujet. Je ne savais pas trop de quoi j'allais parler. J'ai jamais fait de logement, pas encore. Bon, et en même temps, c'est un sujet que je trouvais passionnant. Tu l'as dit, je travaille beaucoup avec les aménageurs et à une échelle qui parle aussi d'espace public. Alors je vais aussi essayer de parler d'espace public. Et donc la question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on peut interroger à la fois les thèmes et les modalités qui font la transformation de nos territoires dans ce que tu as décrit comme un contexte numérique. Et donc pas forcément en s'intéressant que à la question de l'outil numérique, mais aussi à comment se transforme la société. La première chose peut-être qui me questionne, c'est face à la place prépondérante qu'occupent aujourd'hui les enjeux qui sont liés à la transformation des territoires. Il y a à la fois un désir d'implication très très fort des habitants et qu'on ne voit pas forcément, notamment en ce moment, entre deux tours, où on parle énormément d'abstention, mais en même temps un désir de s'impliquer qu'on voit là, effectivement, dans le film, qui est très très important et qui va un peu contre la tradition très planificatrice, très liée à la culture de l'ingénieur qu'on a en France, et qui finalement a l'habitude de produire la ville elle-même. On parle un peu de la question de l'usage, on parle même que de la question de l'usage dans ce que Patrick a montré tout à l'heure, et en même temps c'était une question qui avait très longtemps été méprisée, la question de comment est-ce que les gens ressentent, vivent les espaces, etc. Et pour moi, résoudre des questions aujourd'hui un peu complexes qui se posent à notre société en termes de développement durable, en termes de transformation des modes de travail, etc. Ça appelle forcément à s'intéresser à cette question de l'usage et donc à réintroduire la question de l'habitant, la question du citoyen, etc. Et pour moi, ça pose la question de nouvelles transversalités, mais aussi de nouveaux agencements entre les acteurs, en se disant, il y a les réseaux institués qui ont l'habitude d'organiser et de travailler, comme ça, autour de la maîtrise d'ouvrage, et puis il y a d'un autre côté, en dessous, et sans qu'on sache vraiment comment se fait l'articulation entre eux, entre toutes ces choses-là, les réseaux sociaux, les réseaux créatifs, les habitants, et finalement ces deux réseaux-là se parlent assez mal. Et ce que montrait très bien le film de Patrick, mais je vais essayer d'en reparler avec d'autres exemples, c'est la nécessité de construire ces agencements, ces nouveaux agencements, et de penser les passerelles entre ces deux mondes. Et de trouver sans doute une place un peu d'intermédiaire, et de trouver les passeurs qui vont faire que ces nouveaux agencements, qui vont relier les habitants aux politiques instituées, parce qu'il ne s'agit pas de substituer, il s'agit de trouver comment ces deux mondes-là se parlent. Et c'est toujours la difficulté, peut-être l'ANRU, c'est la difficulté à laquelle elle est confrontée. On parle de milliers de logements à chaque fois, et on n'arrive pas à redescendre à la micro-échelle. Quand on fait des projets d'aménagement, on budgète, et j'en parle souvent avec les gens avec qui je travaille, on budgète des millions d'euros dans des projets d'espace public, et en même temps, on ne sait pas faire un coup de peinture à un endroit pour résoudre un tout petit problème, et dépenser quelques centaines, quelques milliers d'euros pour aller réparer ça. Et cette culture de l'ingénieur, elle a du mal à faire cette passerelle-là. Donc il y a cette question des médiateurs, et alors, tu en parlais tout à l'heure en parlant du maire de je ne sais plus quelques petites villes, tu disais, il est médiateur. Mais quand les villes grandissent,
les techniciens, les élus, c'est plus des généralistes et ils perdent le contact avec les habitants. Donc il y a cette question de comment on réintroduit ça. Sophie Ricard, elle est pleinement pour moi cette médiatrice qui va au contact. Alors, c'est présent aussi très très fort pour moi aujourd'hui dans des projets qu'on voit émerger partout. Je pense au bruit du frigo, je pense au collectif ETC, je pense à tous ces gens qui font de l'espace public, qui font du projet différemment, et où pour les aménageurs, on ne sait pas trop bien si c'est des acteurs culturels, si c'est des acteurs sociaux, si c'est des acteurs pleinement de la transformation de la ville au sens de l'aménagement. Mais forcément, c'est des acteurs de l'aménagement. Et ils peuvent répondre à des questions, même des fois très très loin de ce que sont les grands ensembles. C'est vrai que quand on pense à Bruit du frigo, par exemple, qui est un collectif, si vous ne connaissez pas, allez voir ce qu'ils font, qui est originaire de Bordeaux, on les associe souvent à aux grands ensembles, à l'intervention dans les quartiers, et en même temps, ça arrive qu'ils travaillent dans un parc national, dans un parc naturel régional. Le collectif ETC a fait un travail sur les centres-bourgs qui était qui était commandité par l'État, pour essayer de se poser la question de comment est-ce qu'on peut réactiver les centres-bourgs aujourd'hui et comment on peut faire des projets qui impliquent les habitants pour se reposer la question de comment on fait vivre et comment on redonne vie à ces espaces-là. Alors, pour moi, les outils numériques, ils ont un rôle déterminant dans ces mécanismes-là. Déterminant d'abord dans la propagation des idées. Je crois que depuis 10 ans, 15 ans, il y a un renouveau dans les formes, dans les modalités et dans la vitesse qu'elles ont de se propager, qui relève des logiques open source dont parlait Jean-François Caron, avec par exemple la question de l'urbanisme tactique, qui a été une expression popularisée par Mike Lydon. Alors vous en connaissez peut-être des illustrations, je pense par exemple à cette opération qui s'appelle Parking Day, où tous les ans, vous voyez, je crois que c'est en septembre, ça doit être vers le 20 septembre, quelque chose comme ça, j'ai plus la date, j'ai mal travaillé mon intervention, où tous les ans, des gens mettent des sous dans un parc-mètre et décident de s'approprier une place de parking parce qu'il y en a marre de la voiture dans l'espace public et qu'à un moment, cet espace, qui n'est pas un espace bâti, qui est un espace qu'on devrait mettre en commun, et ben peut-être il peut resservir à autre chose qu'à garer une voiture. 95% du temps de vie d'une voiture, elle est stationnée. 95% du temps de vie d'une voiture. Donc Parking Day, c'est l'idée de se dire, ben voilà, cet espace-là, on pourrait en faire autre chose. On pourrait en faire un bistrot, on pourrait en faire un banc, on pourrait en faire un petit kiosque pour faire de la musique, on pourrait en faire un poulailler. À Nantes, il y a eu un poulailler au pied d'une école, sur une place de parking, comme ça, pour dire, tiens, bah, peut-être les enfants, ils n'ont jamais vu une poule. Ils n'ont jamais mangé du pain perdu. Avant, on faisait du pain perdu, puis on n'en fait plus. Comment on fait du pain perdu dans la rue? Donc voilà, des choses comme ça où les gens se disent, ben, je peux me saisir très facilement, ou j'ai envie de me saisir, j'ai envie de reprendre en main la question de mon... C'est une forme d'activisme, la question de mon territoire, et d'essayer de lui redonner vie à ma manière. Et ça, les politiques publiques et les aménageurs, j'en prends ma part, hein, sont très très déstabilisés par ça, c'est-à-dire qu'ils sont complètement préoccupés par des logiques d'ingénierie, par des logiques de planification, et finalement, on a encore du mal à accepter de, je mets des guillemets, perdre un peu de temps à consacrer à ces choses qui ont pu paraître pendant très très longtemps futiles finalement, et qui ne sont pas du tout, parce que sans ça, il n'y a pas de vie. Deuxième idée sur donc propagation des idées, peut-être premier rôle très très fort des outils numériques. Deuxième idée, la possibilité de médiation par des outils qui sont de plus en plus accessibles. On disait, alors je pensais que tu allais parler de Lucien Kroll et de Simone Kroll, mais tu es allé vite et on avait un temps limité. C'est des choses qui sont très très anciennes. Il y a eu une exposition à l'initiative notamment de Patrick Bouchin à Nantes il n'y a pas longtemps, qui était une rétrospective de ce couple qui est absolument formidable, qui est un couple de Belges qui, depuis les années 70, passe son temps justement à essayer de sortir de l'automatisation des modes de construction et d'inventer des choses avec les habitants et justement d'essayer de faire la ville avec des procédures, avec des modes de travail qui sont différents et qui sont très très impliquants. Et ils avaient créé un logiciel qu'ils avaient appelé Paysage et qui servait à faire ça. Et donc on voit bien qu'il y a très très tôt, et finalement, dès qu'on se pose la question du comment, on se pose très vite la question des outils. Alors avec le numérique et la génération des outils numériques, la généralisation des outils numériques, ça explose et il y a des choses qui sont en train d'émerger. Je ne sais pas ce que ça donnera même dans 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, il y a énormément de choses qui n'existaient pas dans le numérique. Bernard passe son temps dans les conférences à justement essayer de nous tenir en alerte sur tout ce qui bouge très très vite autour de ces sujets-là. Alors j'ai sorti 2 exemples peut-être. Le premier, il s'appelle La ville sans limite, vous irez voir pour ceux que ça intéresse. Il a été créé par un urbaniste, et c'est peut-être rigolo de voir que c'est un urbaniste qui vient créer cet outil, il appelle ça La ville sans limite, et il le sous-titre en disant, parce qu'il est aussi un peu communicant, outil d'intelligence collective. Alors le principe, il est très simple, c'est de dire, à partir d'une photo,
prise par son téléphone portable, prise avec une tablette, prise avec je sais pas quoi, ma foi, sans doute pas un Polaroid, les habitants vont pouvoir proposer leur vision d'une rue, d'une place, et vont essayer de dire, tiens ben voilà, moi je trouve qu'à cet endroit-là, peut-être qu'on devrait être un peu moins dense, ou au contraire, j'aimerais bien qu'on densifie. À cet endroit-là, on est à 2 fois 2 voies, tiens ben moi je vais poster une photo modifiée de cet endroit-là, où je vais mettre des pistes cyclables, et où je vais proposer à la population une mise en situation finalement, une projection de ce que pourrait être cet endroit-là, qui est l'endroit que moi j'ai envie de voir à cet endroit-là. Donc on le poste, finalement, sur Internet, puisque vous savez bien que maintenant, tout ce qu'on fait avec un outil numérique, on finit par le poster, et on ne le poste pas pour dire qu'on a fait un beau dessin, on le poste pour le mettre en débat. Et à partir du moment où on a posté sa vision, on se retrouve confronté aux visions qu'ont produit les autres habitants qui ont utilisé cet outil au même endroit. Alors c'est à la fois pour lui une manière d'éduquer le regard, forcément, les architectes et les urbanistes sont en permanence en train de se poser la question de comment on évite une espèce de forme de décrochage citoyen. Faire la ville, c'est très complexe, Bernard le disait, les gens qui font leur rue ne sont pas de mauvaise foi, je pense qu'ils sont tous animés d'une extrême envie de bien faire, et à un moment, il y a besoin d'être en capacité d'expliquer ce qu'on propose, etc. Donc pour lui, le fait de mettre les gens en situation de se poser des questions, c'est aussi les accompagner pour permettre qu'ils soient plus capables de rentrer dans le débat sur qu'est-ce qu'on va faire de ce quartier. Et pourquoi cet urbaniste a créé ça? Il a créé ça parce que quand il arrivait face à son maître d'ouvrage, face à celui qui commande, au maire, à l'aménageur, etc., il n'arrivait pas à reformuler la question. C'est-à-dire que régulièrement, il arrivait et disait oh, « Vous me demandez de faire des R+8 tout au long du boulevard à cet endroit-là. Je comprends votre bilan d'aménagement, parce qu'on parle comme ça. Hein. Il y a un moment, il faut quand même que l'argent de la vente du terrain paye l'espace public qui va à côté. Vous me demandez de faire ça et en même temps, je ne pense pas que ce soit ça qu'il faut faire à cet endroit-là. » Et il se trouvait bloqué dans cette discussion avec les élus qui ne comprenaient pas d'où ça venait. Et lui, il tirait ça de l'arpentage, de cette manière d'aller voir ce qui se passe, peut-être pas en passant 3 ans, mais de se confronter à la réalité de ce que vivent les gens. Donc il a imaginé cet outil pour pouvoir s'appuyer sur ce que vivaient et sur ce que projetaient les gens de cet espace-là, en disant, ben voilà, le fait de faire contribuer, c'est aussi le fait de faire basculer le point d'équilibre, et là où se situe le débat, finalement, face à des décideurs qui, eux non plus, ne sont pas de mauvaise foi, mais sont tellement emprisonnés dans la complexité de ce qu'ils ont à manier qu'ils n'arrivent plus à revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce que c'est l'usage? Qu'est-ce que c'est l'attente citoyenne? Donc cet outil me paraît intéressant pour ça. Techniquement, j'imagine qu'il va évoluer très très vite. Et j'ai envie de dire, d'ici à 1 an, d'ici à 2 ans, je vois qu'on est en train de filmer la conférence, il sera probablement complètement dépassé par des milliers de choses qui vont le remplacer et qui vont poursuivre cette idée-là. Deuxième petit outil qui m'a intéressé, et qui est monté très très fort dans l'actualité dernièrement, il s'appelle Carticipe. Alors il y en a un à Marseille, et c'est un outil où on peut, là encore, mettre en débat des sujets autour, et puis alors pendant les municipales, vous imaginez bien que dans les villes où ça existait, alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont utilisé Carticipe dans cette salle? Puisqu'il y a Carticipe à Marseille. Voilà, il y a une personne qui a 2, 3, peut-être, voilà, il y a plusieurs mains qui se lèvent. Donc Carticipe, c'est un outil assez simple. Je parle sous contrôle, il y a encore une semaine, je ne connaissais même pas cet outil. Je ne suis pas dans une ville qui a Carticipe, mais peut-être je vais m'y mettre en rentrant. Voilà, outil très très simple. On décide, à partir de thématiques, l'espace public, les mobilités, le cadre bâti, etc., de venir proposer une évolution, de venir proposer un point de vue finalement sur la ville, et là encore de le partager avec une communauté de gens qui vont venir s'intéresser à ce que peut être le devenir d'un territoire. Donc c'est des choses très simples, on peut positionner un commentaire, on peut décider de mettre une photo, on peut décider de mettre une photo modifiée, ça peut être, alors par exemple, il y a des vidéos, vous pourrez aller voir la pédagogie de Carticipe. Quand on regarde les petits films qui présentent Carticipe Marseille, les 2 exemples qu'on voit dans le film et que vous retrouverez en allant sur le net, un tramway le long du littoral, avec une photo comme ça, où on voit quelqu'un qui a dessiné un tramway, enfin qui a fait un tramway, qui a inséré un tramway dans Photoshop ou dans un outil équivalent, et qu'on voit se balader sur le Vieux-Port, enfin sur la promenade, voilà, sur la corniche. Et puis, deuxième proposition, la piétonisation entière autour du Vieux-Port. Donc voilà, quelqu'un qui poste à un endroit, et quand on regarde sur la carte de Marseille à travers cet outil, eh bien on voit comme ça l'ensemble des publications qui ont été faites par des habitants, par des gens qui ont décidé de contribuer au débat sur la forme que pourrait avoir la ville. C'est des choses qui vont très très vite, qui en même temps remontent de très loin, et l'accélération des outils numériques me paraît quelque chose qui aujourd'hui va bouleverser complètement la manière qu'on doit avoir de travailler, et qui, je le dis, j'allais dire avec
à la fois un peu de désir, parce que je suis convaincu que l'avenir est plein de belles choses, j'espère que vous comprenez que je suis quelqu'un de positif, et en même temps, en essayant de vous alerter sur le côté complètement déstabilisé des gens qui ont l'habitude de travailler sur ces sujets-là. C'est-à-dire que pendant 20 ans, pendant 30 ans, on n'a absolument pas travaillé de cette manière-là, dans l'aménagement, dans la construction, dans le logement, dans des choses comme ça. Et en même temps, on est tellement emprisonné dans des complexités qui existent et qui vont continuer à exister, le coût, la durée, etc., qu'on a besoin vraiment d'expérimenter autour de ce sujet-là. Alors c'est peut-être un peu la troisième partie. Dernier exemple que je voulais prendre, c'est l'école d'architecture de Bordeaux, avec qui on travaille en ce moment, et qui, en gros, est sur un territoire où ils ont la chance d'avoir un acteur qui, en termes de médiation sur les sujets d'architecture, est très très fort. Cette institution s'appelle Arcorev, ça dépasse même en notoriété ce qui se passe à l'échelle de Bordeaux, c'est une institution d'envergure, on va dire, nationale sur les sujets de l'architecture, mais qui en même temps ne va pas en région. Et l'école d'architecture, elle va en région, très souvent. Elle va sur son territoire élargi pour faire des ateliers de projet, elle emmène ses étudiants sur les territoires. Et donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut faire d'une école, parce que cette transversalité, c'est aussi changer de position les acteurs, c'est un peu une chose en vitesse comme ça qu'on peut voir se glisser dans l'intervention de Patrick. Un des sujets qu'on travaille aujourd'hui, c'est est-ce que cet atelier de territoire, il ne serait pas l'occasion de poser une question de médiation et de faire de l'école qui finalement a plein de connaissances, et un travail de médiation à faire, a besoin d'apprendre à ses étudiants aussi à communiquer avec des gens qui vont être les usagers de leurs futurs projets. Est-ce qu'on ne peut pas faire de ces terrains, de cette manière de circuler sur le territoire élargi, une occasion de faire de la médiation ? Et est-ce qu'on ne peut pas, quand on part avec un bus, embarquer une imprimante 3D ? Puisque, en fait, une imprimante 3D, aujourd'hui, ça prend plus du tout de place, cette petite table en formica, on a largement la place de mettre une imprimante 3D dessus. Et est-ce qu'on ne peut pas, finalement, faire des études urbaines, un travail qui viendrait s'associer à certains moments de ces études aux habitants qui habitent ce territoire, et mettre en situation avec des formes qui sont générées quasiment instantanément. Je passe du plan sur ce petit ordinateur très simple à une duplication ou à une production de l'objet physique, maquette, par une imprimante qui va aller très vite et qui aujourd'hui permet de faire ces médiations de manière très très rapide. Donc voilà, je crois que le numérique, il va s'insérer, et c'est en permanence le sujet, il va s'insérer partout dans ce qu'on voulait faire. Conclusion, la contribution, à la fois comme une opportunité et un besoin dans les projets qu'on a aujourd'hui, et face aux limites de logique planifiée auxquelles on est confronté tous les jours dans sa vie d'habitant, mais aussi dans sa vie de praticien. Moi, tous les jours dans ma vie de praticien, qui continue à essayer de penser des choses un peu de long terme, je me retrouve en but avec des questions d'usage ou avec des choses qui sont en train de glisser. Alors c'est peut-être la deuxième partie de mon intervention, c'est de dire le contexte numérique, il modifie aussi en profondeur ce que peut être la configuration et le fonctionnement souhaitable de nos territoires. Quelques thèmes très vite pour illustrer ce que je veux dire. Le premier, c'est sur les transports. Dans une présentation qu'on a eue il n'y a pas longtemps avec un collectif dont je parlais tout à l'heure, le collectif ETC, il prenait cet exemple et qui forcément remonte très fort en ce moment avec le pic de pollution. Quand il y a eu le pic de pollution à Paris, la puissance publique a décidé de rendre les transports collectifs gratuits. C'était plutôt, j'allais dire, assez pragmatique. Et de rendre le stationnement pour les gens qui habitaient à l'intérieur de Paris gratuit également, pour pas qu'ils aient besoin de prendre leur voiture. Bon, c'est une réponse, et en même temps, pour les gens qui habitent très loin de Paris et qui traversent la région toute la journée, c'est une réponse qui n'est pas si satisfaisante que ça. Je pars de chez moi à 6h le matin, je vais rentrer à 22h, j'ai mes habitudes avec ma voiture, déjà ça me prend un temps fou. S'il faut que je passe par un réseau de transport collectif qui est pas si mauvais que ça, mais qui en même temps a ses limites, et ben je vais encore déployer mon temps de transport. Ça a fait exploser la fréquentation des sites de covoiturage. Sites de covoiturage qu'on minorait, voire qu'on méprisait, il y a encore 2, 3, 5 ans, dans la manière qu'on avait d'appréhender les politiques, les plans de transport et de déplacement. Toutes les métropoles ont un plan de déplacement, et assez rares sont ceux qui pensent que le covoiturage va devenir quelque chose de structurant dans l'organisation des territoires. Et pourtant j'en sais rien. C'est-à-dire que je ne sais pas si ça se trouve dans 10 ans, on fera tous du covoiturage. Et ça, c'est des choses qui viennent complètement du numérique. Le pouce avait quasiment disparu. Avec l'arrivée des sites de covoiturage il y a moins de 10 ans, on a retrouvé cette pratique qui était cachée dans notre culture et qui est revenue, qui a réémergé. De la même manière, on rigolait assez fort de tout ce qui était les circuits courts et qui était un truc, en gros, entre écolos, entre bobos dans les quartiers, etc. Et on voit tout un tas de dispositifs hérités des AMAP, etc., qui s'appuient sur des outils numériques et qui retrouvent à créer des circuits courts. Et dans le même temps, le commerce physique est en train de régresser en France. Pour la première fois en 2013, il y a eu moins de franchises en France que ce qu'il y avait en 2012.
Les franchises dans le commerce, c'est quelque chose qui a envahi nos rues. Toutes nos rues, elles ont absolument les mêmes boutiques partout en France. Et en même temps, c'est en train de disparaître. C'est en train de disparaître avec la vente en ligne. C'est-à-dire que les très très grands groupes aujourd'hui, avoir des boutiques, ça leur sert tout juste de showroom. Moi, mes étudiants, tous les ans, je leur demande qui achète ses chaussures sur Internet. Je ne suis pas vieux, j'ai 35 ans, ça fait en gros 5 ans que j'ai des étudiants. Je vois l'évolution statistique. Alors, je n'ai pas le droit de faire des statistiques avec 30 étudiants. Mais malgré tout, même si vous interrogez vos pratiques, vous allez voir que très très vite, on est en train de complètement bouger là-dessus. Alors, on peut se dire c'est catastrophique. Et en même temps, on peut se dire qu'est-ce qu'on va faire de nos rez-de-chaussée ? Comment est-ce qu'on peut réinventer une vie qui se réapproprie des cellules commerciales qui vont perdre de la valeur parce qu'elles avaient des valeurs très fortes, qui étaient liées un peu à une compète entre les franchises et qui faisaient que les petits commerçants indépendants, ils n'arrivaient plus à suivre la montée des valeurs mobilières. Et là, je retourne dans les mécanismes dont parle Patrick, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ? Donc comment est-ce qu'on peut se réapproprier ces espaces ? Comment est-ce qu'on peut penser des modes d'appropriation de ces espaces, y compris juridiques, qui vont nous permettre de donner de la souplesse et d'expérimenter ? Il me reste 5 minutes, 2 minutes, il me reste 2 minutes. Et c'est peut-être là le sujet. Vous voyez que des opportunités naissent de ces transformations qui sont ni positives ni négatives, mais qui appellent à ce qu'on s'en saisisse et à ce qu'on soit dynamique et agile avec tout ça. Alors je saute tout ce que j'aurais voulu vous dire sur les greeters, cette manière d'aller se promener dans une ville sans suivre le marketing territorial et ce qu'on veut vous raconter de ce qu'il faudrait faire. Nantes est un spécialiste, je suis nantais, et un spécialiste de raconter tout ce qu'on peut faire à Nantes, avec un dirigisme dans ce qu'on propose aux gens qui visitent la ville. Je le dis avec une sympathie absolument sans limite pour mon territoire, mais en même temps qui bute complètement sur ce qu'ont envie de voir les gens. Les greeters, c'est exactement l'inverse de ça. C'est de dire, je vais aller voir des gens qui sont des vrais gens, qui habitent ce territoire-là, et qui vont bénévolement me faire visiter leur territoire. Je prends rendez-vous avec un Nantais, puis il va me faire visiter sa ville. Ils ont des récits qui sont passionnants sur leur territoire et qu'on ne peut absolument pas retrouver avec des mécanismes institués autour de la visite des territoires. Donc là, cette vision sensible des territoires dont vous parliez tout à l'heure à partir du logement social, c'est quelque chose qu'il a encore réussi à se repropager à partir de la mise en relation qu'autorisent les technologies numériques. Alors, je vais zapper complètement mon discours sur le fait que l'économie est en train de se bouleverser, que derrière ce qu'on nous donne à fantasmer autour des grands patrons de l'économie numérique, il y a tout un tas de gens qui ont juste envie d'expérimenter. Et dans les jeunes entrepreneurs que j'ai rencontrés sur l'île de Nantes, que j'ai cherché à loger de manière différente, etc., je vois plein de gens qui n'ont pas du tout envie d'être Bill Gates, même si à chaque fois qu'ils se regardent dans la télé et qu'on parle d'économie numérique, on donne à croire qu'ils ont tous envie d'être Bill Gates. Il y en a qui ne savent pas comment ils vont se payer à la fin du mois, mais qui adorent générer des choses, qui ont envie d'expérimenter. Et des espaces pour expérimenter, ils ne savent pas s'ils feront une SARL, s'ils vont rester une association, si même ils vont se structurer un jour d'une manière ou d'une autre. Et puis en même temps, c'est eux qui ont fait la plus belle application pour savoir s'il y avait un vélo libre à la station de Biclou à côté de chez nous. Et puis de la même manière, la meilleure application pour voyager avec les transports en commun dans Nantes, c'est quelqu'un qui n'avait pas 18 ans qui l'a généré. Donc tout ça, cette manière-là, je crois qu'il y a une veille. Et j'en arrive à ma conclusion, puisqu'il me reste maintenant plus qu'une minute. Là, oui, j'essaye d'être bien... même si je suis un peu dur des fois, j'ai un profond respect pour ce que fait Bernard, donc je ne veux pas le mettre en retard. Dernière minute, qu'est-ce que c'est l'action publique aujourd'hui ? Je crois qu'on est en train de basculer dans quelque chose, et peut-être mon intuition, c'est que il faut faciliter l'initiative. Et il faut, je reprends alors là à la fois Amartya Sen et puis quelqu'un que j'aime bien, qui travaille avec vous, qui s'appelle Franck Corneret, et qui m'a un jour dit, il faut penser les capacités du territoire. Et il faut qu'à un moment, le territoire soit capable de susciter, de développer les capacités. Alors, je suis d'accord avec ça, et je crois que faciliter l'initiative, ça vient de là. Donc, il faut penser agile, il faut imaginer des modes de gestion, il faut penser collectif aussi. La ville que produit le marché aujourd'hui, elle limite les espaces collectifs de plus en plus. Un hall d'immeuble aujourd'hui, ça fait 10 mètres carrés. Il y a un siècle, un hall d'immeuble, ça faisait 150 mètres carrés. Il y a un siècle, le hall, c'était ce qu'il y avait de plus beau dans la construction. Aujourd'hui, les parties communes, c'est ce qu'il y a de plus pauvre. Il y a même des fois où on n'a pas la peinture pour peindre l'escalier à l'intérieur des immeubles, alors tout le monde prend l'ascenseur, et puis on ne se croise plus, en fait, quand on est dans l'ascenseur. Donc voilà, tout ça, ça amène des logiques de projet, parce que je crois que c'est très important. C'est plus on fait des choses petites, plus on a le droit de se tromper, de refaire et de refaire différemment. C'est peut-être aussi comme ça que je voulais rebondir sur ce que tu disais, c'est que pour moi, il y a besoin de plus en plus d'inventer des logiques agiles et donc de travailler en projet pour réunir des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, pour faire qu'une école d'archi devienne un médiateur, se connecte à des étudiants, pour faire en sorte que des petites entreprises voisinent des gens, pour faire en sorte qu'on essaye ensemble, qu'on évalue ce qu'on a fait, qu'on soit capable de refaire autre chose encore à côté, et puis dans une espèce de certaine légèreté, c'est-à-dire que quand on fait petit aussi, se tromper, ça ne nous gêne pas de refaire ensemble. Alors que quand on se trompe
À 5 millions d'euros, c'est très très dur de retrouver l'énergie pour refaire un projet, parce qu'on est tous un peu gênés d'avoir cramé, entre guillemets, 5 millions d'euros. Voilà, j'ai 1 minute 30. Merci beaucoup. Merci beaucoup Olivier, merci vraiment. Si on avait eu le temps, on n'en a plus parce qu'on doit libérer la salle dans 5 minutes. Et dans 5 minutes, il y aura une pause. Et 15 minutes plus tard, il y aura le film. Voilà. 21h45. Si on avait eu le temps, j'aurais repris longuement. Et ensuite, je me serais dû pour ouvrir une séance de discussion avec des questions ou des interventions de la salle, mais il n'y en aura pas. Je suis désolé. C'est un tout petit peu frustrant, mais c'est comme ça. Il n'y en aura pas parce qu'on ne pourra même pas conclure les 3 ateliers qui, pourtant, ont tramé beaucoup de choses. Bon, ça mériterait qu'on y revienne, mais on trouvera peut-être un moyen de le faire autrement, hein, Michel. Je voulais juste souligner une chose. Dans les 2 logiciels dont tu as parlé, Carticipe et le logiciel Ville sans limite, il y avait quelque chose qui reprenait, mais sur un autre mode, ce dont parlait Jean-François Caron, qu'il appelle les circuits d'interprétation. Les circuits d'interprétation, chez Jean-François Caron, c'est il faut se réapproprier l'histoire. Bon, il faut savoir que le Sangoël, c'est tombé de 15 mètres, c'est le bassin minier, donc il y a eu des effondrements de terrain, c'est une tragédie, véritablement, la fermeture des puits de mines, etc. Bon, ça a été très très difficile pour les habitants de revendiquer ce passé. Et c'est un travail fondamental qu'a fait Caron, y compris avec le terri dont il a fait une espèce de... Il a dit c'est la plus belle pyramide de l'Europe occidentale. Il a fait un travail absolument fabuleux de reconstruction de l'estime de soi collective, à travers ces circuits d'interprétation. Ce dont tu parlais, pour moi, ce sont aussi des processus d'interprétation, mais qui sont tournés vers des possibilités à venir. Je crois qu'il y a vraiment là quelque chose d'absolument fondamental, et je m'arrêterai là-dessus, parce qu'il faut qu'on s'arrête. Mais si vous voulez ajouter quelque chose, bien sûr, on peut le faire. Par rapport à ce que nous disions tout à fait au début, je parle des 3 jours, avant-hier à l'école centrale, à savoir que la question de la reconstruction de savoir via des automates qui nous permettent la désautomatisation, c'est-à-dire à un moment donné la réinterrogation, la réinterprétation, et de toutes sortes de manières, c'est-à-dire en retrouvant les métiers, en faisant que les gosses voient leurs parents travailler et que les choses se reconstruisent. C'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui l'enjeu d'une alternative. Nous entrons, si j'ai beaucoup insisté, j'y reviens pour conclure sur la société automatique, c'est parce que nous sommes en train d'entrer dans un changement d'échelle de l'automatisation à travers le numérique, qui est véritablement un immense enjeu, dont malheureusement pratiquement aucun politique ne parle, alors qu'il y a derrière ça une crise de l'emploi majeure. Bill Gates, que tu as cité tout à l'heure, donc les jeunes gens de l'île de Nantes ne rêvent pas de le devenir, mais lui, il a dit, il y a 4 jours, 5 jours, dans les 20 ans qui viennent, l'emploi va être totalement détruit par les automates, et malheureusement, il a raison. Et donc, ça veut dire que la société vers laquelle nous allons ne peut plus reposer ni sur l'emploi, ni sur le salariat, elle doit reposer sur quelque chose d'autre qui est le développement des capacitations. Et ça, c'est vraiment la grande question, pas seulement urbaine, pas seulement au sens de la ville, mais de l'urbanité au sens de la civilisation. On est obligé de s'arrêter, pardonnez-moi d'être un peu comme ça, à sec, bien entendu, vas-y. Je reviens au HLM. Quand on a construit les premiers HLM, les politiques disent maintenant c'était une erreur, c'est fait trop vite, c'est une verrue dans le paysage. Non, c'était pas une erreur, ça a duré un demi-siècle. Il y a eu des moments meilleurs que d'autres, mais je voudrais dire quand même qu'il y a eu des architectes, qu'il y a eu des urbanistes qui ont relevé des défis, qui ont essayé de faire des choses bien pour les gens avec peu d'argent, et ils étaient enthousiastes et ils étaient jeunes et ils ont relevé des défis. Voilà, je voulais dire ça. Merci à vous tous, merci Dominique, merci Olivier, c'est une belle soirée, merci vraiment, et merci à vous tous, Michel.